Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact direct avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Du kung-fu à la danse, en passant par la capoeira et la performance artistique, le corps de Johanna Blickman a toujours été en mouvement. Notre invitée du jour a développé ces dernières années une méthode de pratique martiale de défense féminine, la méthode Esther. La spiritualité et le langage corporel sont au cœur de sa pratique. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Je voulais avoir cette discussion avec toi, cet échange, parce que tu as différentes pratiques qui, je pense, se parlent entre elles, se répondent entre elles. Et pour commencer, je voulais te demander, est-ce que tu te définis comme une artiste du mouvement ? Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place du mouvement pour toi dans ta vie ? Je pense que définitivement, je me considère comme une artiste du mouvement, que c'est ma façon d'aborder les gens et ma vie. Peut-être que j'ai été influencée énormément, bien évidemment, par la danse, mais surtout par la capoeira aussi. À la différence, par exemple, du kung-fu, la capoeira, c'est un art où on ne cesse d'être en mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position sur lesquelles on s'arrête comme en kung-fu. Le kung-fu, par exemple, c'est un enchaînement. C'est une sorte de chorégraphie où tu as des mouvements entre les poses. Tu vois, tu passes d'un mouvement, tac, tu arrives à une position, tu t'arrêtes. Et tu bouges, tu arrives à une position, tu t'arrêtes. Puis au milieu du Tao, c'est-à-dire de cet enchaînement, tu vas t'arrêter mais très longtemps et tu vas crier. C'est mon moment préféré. Un peu un cri de guerrier. Parce que tu te définis comme guerrière, non ? C'est vrai. Est-ce que ça a un lien avec le mouvement, justement ? C'est possible, dans le sens où je pense que je suis pas définie par un espace, si ce n'est Jérusalem. C'est-à-dire que mon lien à Jérusalem, c'est ma base, c'est là où je me situe, mais après je peux bouger dans le monde tout en restant à Jérusalem. Donc je suis pas emprisonnée dans un lieu ou dans des relations, je peux m'en défaire en fait, facilement je pense. Et avec le mouvement, justement, tu as eu un parcours, ton corps a eu un parcours avec le mouvement. Donc tu parlais du kung-fu. Ce premier sens du mouvement, est-ce que ça a été par le kung-fu ? Ensuite, il y a eu la danse, ensuite avec la capoeira, puis jusqu'à la performance. Est-ce que finalement, les trois, ou les quatre sont liés, donc kung-fu, danse, capoeira et performance ? Est-ce que en fait, le kung-fu a amené à la performance finalement Parce que tu fais des liens aussi. T'as une performance où on te voit d'ailleurs enfant pendant un championnat ou en tout cas une vidéo de famille. Donc voilà, comment tu fais ces liens ? Alors effectivement, je pense que quand j'ai commencé les compétitions de Kung Fu, en fait les compétitions en Kung Fu Wushu, ça fait partie vraiment de cet art. C'est comme ça il n'y a pas de grade en fait, il n'y a pas de ceinture, mais il y a des compétitions nationales, internationales, régionales. Et en fait, c'est tout à fait performatif. Parce que dis-toi que tu arrives dans un espace qui est en général un gymnase, avec des drapeaux comme ça partout de tous les pays, avec des juges en costard français, alors que toi tu fais un truc complètement asiatique, et toi t'es habillée en habit asiatique, même si, par exemple, moi je viens de Pologne et de Roumanie, et chaque juge a comme une sorte d'écriteau comme ça avec des chiffres et il te donne un chiffre en fonction de ta performance. Il y en a un qui est responsable de la tête, il y en a un qui est responsable des épaules. Ouais, l'autre il regarde tes pieds, est-ce que tu lèves ton pied, est-ce que tu lèves pas ton talon, est-ce qu'à un moment t'as perdu l'équilibre, dans ce cas il t'enlève un demi-point. Et donc en fait c'est une vraie performance. Tu fais un spectacle qui dure très peu de temps, qui dure peut-être maximum 1 minute, ça va très 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 vite, c'est des enchaînements de mouvements comme ça avec des cris. Et en fait c'est drôle parce que la façon dont je fais des performances aujourd'hui, c'est presque semblable, c'est-à-dire à la fin de mes performances, souvent je fais des saluts comme après une compétition de kung-fu. Tu peux pas t'en empêcher, ou bien Ou même quand je rencontre des gens,
À la fin, c'est très possible que je fasse un salut. Voilà, t'as compris. Oui, donc tu l'as dit, le kung-fu, c'était une performance. Donc en fait, finalement, la performance était là depuis le début. Et enfin, d'ailleurs, pour ajouter un petit truc sur cette performance, donc la récente, où on te voit derrière enfant, c'est assez, je trouve ça assez émouvant, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de la mémoire du corps aussi. Alors, je sais pas si tu l'avais pensé comme ça aussi, enfin, je fais un petit aparté sur ça, parce que vraiment, je trouvais ça émouvant de reproduire les mouvements. Donc en fait, on te voit enfant, et toi, tu es devant et tu reproduis les mouvements. Et donc on se dit, c'est un peu comme si vos deux corps se parlaient, et donc de retrouver la mémoire de ce moment-là via les mouvements. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu comme ça. Tout à fait, c'est vraiment la rencontre pour moi de la femme et de l'enfant, et de ces mouvements en fait étranges qui ont fait partie tout à fait comme une sorte de langue maternelle qui m'a été transmise par ma prof de kung-fu qui était presque un personnage, oui, très maternel. C'est comme une sorte de rave féminin qui t'enseigne en fait des mouvements qui vont te suivre toute ta vie, comme une sorte de partition sur laquelle tu reviens. Dis-toi, ce mouvement-là qui dure, ce Tao qui dure 40 secondes, j'ai dû le faire 3000 fois, quoi. C'est-à-dire que jamais de ma vie je l'oublierai. Et c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire un texte comme ça, dont tu te souviens toute ta vie ? Un texte de mouvement avec des cris, avec des poses, avec des positions guerrières, des positions aussi très féminines, tu le portes en toi toute ta vie. Comme un langage de mouvement, quoi. Transmis de femme à femme. Et c'est vrai que j'ai arrêté de faire du kung-fu à l'âge de 14 ans. Et soudain, la personne avec qui j'étais à l'époque, avec qui je créais aussi, il m'a dit, Dan Robert Layani, il m'a dit, mais viens, on fait une œuvre avec ces vidéos de compétition. Du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos. Et d'ailleurs, on travaillait sur l'image mouvement, sur le cinéma. Et donc, je mettais play et je regardais la première position. Je mettais pause et je la refaisais. Puis après je mettais play et je mettais pause. Et en fait je m'imitais moi quand j'étais enfant. Une imitation qui est impossible en fait. Parce que mon corps n'était plus du tout le même. Mais il fallait que j'arrive à cet unisson pour le public qui me regardait. Oui, tu pourras peut-être le refaire d'ailleurs dans 20 ou 30 ans avec c'est vrai. 2 écrans cette fois-ci. C'est vrai. Dans un autre contexte où... justement tu parlais des positions féminines, de la féminité. Ça fait partie aussi de ta pratique, et notamment dans le développement de ce que tu appelais une méthode, donc la méthode Esther, qui donc mêle art martial et danse. Donc tu définis cela comme, mais tu pourras me corriger, une pratique martiale de défense et d'expression féminine, mêlant capoeira, danse et empowering self-defense. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et comment tu as développé cette méthode ? Le début de cette méthode est né quand j'ai rencontré ces vidéos, parce que j'étais à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem, et je devais créer une œuvre à partir donc de ces vidéos. Mais j'ai décidé de créer une rencontre par rapport à tous les autres médiums que j'avais appris à la suite de cet apprentissage du kung-fu. C'est-à-dire surtout la danse. Et j'ai commencé à développer une sorte de technique que j'appelais à l'époque kung-fu danse. C'est-à-dire que c'est très différent parce qu'en kung-fu, tu dois revenir sur les mêmes mouvements traditionnels et t'as pas le droit de les changer d'un millimètre. Dis-toi que c'est une transmission qui date de milliers et de milliers et de milliers d'années, même si c'est un kung-fu qui est très moderne. Et tu n'as pas le droit de bouger ces mots. Je dis des mots. C'est presque comme si tu prenais une prière dans le judaïsme, de la Hamida, et tu vas dire... ouais, là, je vais changer comme ci, là, je vais changer comme ça. En tant que danseuse, tout ce que j'ai appris, c'est à être mobile. C'est à créer, c'est à être créative, c'est improviser, c'est prendre un matériel et le faire bouger, quoi. J'étudiais à la faculté de mouvement, pas de danse, de mouvement. Et du coup, j'ai commencé à faire bouger un petit peu ces mouvements de kung-fu. Ce qui était si interdit, quoi, d'habitude pour moi. Parce que j'étais aussi pas dans mon pays, pas en France, là où il y a ma prof. J'étais loin d'elle, donc j'étais loin de cette tradition. Grâce à la chutzpah israélienne, au culot israélien, je pouvais créer quelque chose de nouveau, dans quelque chose de traditionnel, comme le font un peu les Israéliens avec le judaïsme. Donc j'ai commencé à donner des cours de kung-fu danse à Jérusalem aux enfants. Je devais créer du coup un peu une nouvelle tradition, je devais créer des nouveaux certificats, genre certificat de panda 1, panda 2, tigre 1, tigre 2...
Je me suis dit, ok, c'est quoi mes rituels? Qu'est-ce que je leur donne? Il n'y a pas de compétition. Est-ce que je suis d'accord avec ces compétitions? Est-ce que je suis pas d'accord? Et j'ai commencé à développer en fait toute une pensée critique des arts martiaux. J'ai observé notamment la capoeira ou d'autres sortes d'arts martiaux. Je me suis posé la question, mais comment sont nés ces arts martiaux? Pour qui sont nés ces arts martiaux? Quel système en fait ils créent? Quel système hiérarchique ils créent? À quel point c'est patriarcal? Et j'ai commencé à rêver d'un art martial féminin. Donc j'ai réuni plein de femmes du monde entier parce qu'à l'époque c'était la Corona. Du coup j'ai organisé un festival sur Zoom qui s'appelait Pursuing Freedom, Searching for Feminine Martial Arts. Et j'ai amené des championnes du monde de boxe, des chorégraphes, à mener un dialogue en fait, et à donner des workshops et à penser ensemble à quels pourraient être les principes d'un art martial féminin. Et j'étais extrêmement critique du milieu de la capoeira dans laquelle j'étais profondément à cette époque-là. Je faisais que de la capoeira en fait, tout le temps. Et j'ai commencé vraiment à un peu à me battre avec mon maître de capoeira, avec des maîtres de capoeira, avec ses maîtres à lui, avec les maîtres de ses maîtres. Et j'ai commencé à m'embrouiller avec tout le monde et c'était très sympathique. Et je me battais beaucoup avec les mots. J'avais un journal qui s'appelait The Pussy and the Sword et c'était un journal de sexualité et d'art martial. Et là-dedans, en fait, je m'attaquais totalement au milieu de la capoeira. Dans la violence qu'il pouvait y avoir par rapport aux femmes. C'est-à-dire que l'écriture faisait partie de ma danse et faisait partie de mon combat. C'était comme mon épée, en fait, l'écrit. Et j'ai enseigné à El Aleph, qui est une association qui lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. J'ai appris là-bas la technique qu'elles enseignent d'empouvoirment, on dit en français. Et j'ai énormément appris auprès d'elles. C'était une réelle communauté de femmes, à la fois nationales et internationales, qui enseignaient à des femmes dans des pays aussi de guerre, à comment se défendre face aux violences sexuelles, etc. Et j'ai fait une résidence là-bas d'artiste. Et je me suis dit, ouais, mais ça me manque la question de mon désir. C'est-à-dire que vivant à Paris en tant que femme, j'ai énormément souffert. J'ai grandi dans le 20e, alors peut-être c'est pas... On va se dire, ouais, bon. Mais j'ai beaucoup souffert, comme beaucoup de femmes dans les années 90, je pense. Et j'ai toujours vécu ça comme une injustice, le fait de pas être libre dans l'espace. Et je voulais désespérément me sentir en paix intérieure à l'intérieur de l'espace urbain. Et je me suis posé la question, comment c'est possible en fait? Comment je peux me sentir en paix? Et comment je peux vivre ma sexualité et vivre ma féminité, pas comme en étant une victime potentielle des violences, mais déployer, exprimer mon désir avec joie et influencer, si tu veux, l'espace du monde. Et donc, j'ai commencé à développer mes propres exercices pour les petites filles et pour les femmes, en disant, ok, je veux créer un art martial qui réponde à leurs besoins, à elles. Au lieu d'utiliser la voix pour crier, pour dire non, 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 comme on enseigne en self-défense, qui est très important aussi, j'ai commencé à utiliser le chant. Je me suis posé la question, tu sais, à l'adolescence, en général, les adolescentes, elles arrêtent de parler. Quand tu leur poses des questions, elles disent « je sais pas ». Et je me suis dit, comment je peux faire en sorte qu'elles parlent? Et même les femmes, souvent, elles savent pas faire sortir leur voix, elle reste dans la gorge. Et je me suis dit, comment je fais? J'ai l'impression, pour un peu continuer sur cette méthode que tu as développée, j'ai l'impression que ça attire des femmes de tout âge. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, mais que tu recherchais justement cette forme de féminité de tout âge, de toute... Enfin voilà, en fait, de créer une communauté aussi de femmes. Est-ce que c'était un peu ce que tu avais derrière la méthode Esther, ou peut-être inconsciemment au final, parce que tu t'es retrouvée à créer cette communauté, quoi? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est vrai que ça fait partie des principes auxquels j'ai pensé, de créer... on parlait de notre Agada tout à l'heure, de ce podcast qu'a créé Johanna Lemler, grâce auquel, en fait, elle a créé une communauté de femmes, une communauté de sons, en fait, au début, des sons qui ont réuni même les corps, quoi. Et on a commencé à créer des chants ensemble, à créer des danses ensemble.
Et je crois que de façon similaire, je cherche aussi à créer comme une sorte de toile d'araignée. Mais je pense que ça m'importe peu que ce soit autour de moi ou autour de ma méthode, mais c'est quelque chose que je cherche à créer de façon plus générale ou à quelque chose dont j'aimerais faire partie. Peut-être que c'est un peu la différence dans la relation au pouvoir. Que oui, ça m'importe peu que ça parte de moi. Je me vois faire partie, si tu veux, de différentes toiles. Et aussi, j'en crée, mais je sais très bien que je suis englobée dans différentes toiles existantes, de différentes araignées. Bah, je sais pas si tu veux revenir justement sur la place de la langue, de la voix, de la parole, aussi dans cette méthode. Déjà, peut-être, je vais parler de la question de la voix, parce que j'ai remarqué que pour faire en sorte que les femmes fassent sortir une voix, chose qui n'existe pas chez les enfants en général, parce que dans ce que j'ai remarqué, les enfants, ils ont aucun problème à crier. Mais chez les femmes, au début, j'ai essayé, par exemple, d'apporter des chansons. Que ce soit des chansons qui viennent de la capoeira, ou que ce soit des prières juives, par exemple. Le passage à la langue, le passage aux mots est très difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire se mettre à dire plusieurs mots à la fois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que c'était très complexe. Donc au début, je me suis dit, ok, bon, je vais essayer de choisir moins de mots. Un mot ou une onomatopée, tu vois. Ça marche un petit peu mieux. Tu testes. Et je me suis dit, ouais, mais encore, c'est pas facile. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, bon, je vais utiliser une voyelle. Je vais juste sortir des voyelles de mon corps. Et je vais leur dire, allez, on sort des voyelles, quoi. Pendant l'échauffement. Et je la laisse chercher, en fait, où est la lettre, où est la voyelle dans l'espace, où est le son. Comme une sorte de premier son, en fait, qui anime le corps. Et j'ai remarqué qu'il fallait que j'aille, en fait, presque avant la langue. Un peu comme dans le texte que j'étudie en ce moment, la prophétie des eaux secs de Ézéchiel. Il y a une voix qui s'entend. Et une voix, on ne sait pas si c'est des mots, on ne sait même pas quelle voix c'est, mais il y a une voix. Une voix, ouais. J'ai remarqué que c'était par la voix, un peu de façon similaire au nigun, à la mélodie, que j'arrivais à faire sortir une voix des gens, en fait, de leur corps. Donc en partant de la voix vers le mouvement, ou inversement, du mouvement vers la voix. Faire sortir un souffle, quoi. Quelque chose qui les anime. Il me semble que dans une de tes interviews, je pense que tu as dit quelque chose comme mêler le langage de la capoeira et le langage hébraïque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, la capoeira, elle est faite de beaucoup de syncrétisme. On ne sait pas exactement à quelle époque elle a été créée, si c'était en Afrique déjà, à l'intérieur des rituels qui est existant, du vaudou notamment. Est-ce que c'est dans les bateaux qui menaient les esclaves vers le Brésil? Est-ce que c'est au Brésil même? Il n'y a pas j'allais te dire, de Torah écrite. Tu vois? Ouais. C'est une sorte de Torah orale comme ça qui est transmise. Comme les chants, et l'art en lui-même. Et puis après, ils ont rencontré la langue des colons, quoi, le portugais. Au lieu de dire, nous, on va pas parler la langue des colons, ce qui aurait été une possibilité, même s'ils étaient forcés un peu d'adopter des cultures qui n'étaient pas la leur, ou des religions qui n'étaient pas la leur. Ils l'ont utilisé, en fait. Ils ont utilisé la langue des colons. C'est très martial, en fait. Tu utilises, en fait, la force de l'autre, quoi. Tu utilises la langue de l'autre. Tout en gardant leur rythme africain avec les nouveaux rythmes qui se créent, la samba, tout ça. Moi, j'ai découvert la capoeira en Israël avec mon prof Mestre Makoulélé, qui en fait s'appelle Erez Malka, qui est un juif yéménite et marocain. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans et je me plaisais beaucoup à apprendre le portugais, comme si c'était une langue dans laquelle je pouvais être libre peut-être de la survie que je pouvais ressentir peut-être en Israël. Une nouvelle langue, quoi, d'un pays où je n'étais jamais allée, mais où je rêvais d'aller. J'ai jamais réussi à aller dans ce pays, au Brésil, mais j'ai été ramenée en France, de là d'où je venais. Et je suis arrivée en France, et tout de suite, je suis allée chercher les groupes de capoeira pour continuer mon aventure. Je me suis pris une claque sans nom. Je me suis retrouvée aussi... Je suis allée très loin. Je suis allée jusqu'en Allemagne, juste après le 7 octobre. Et là, je me suis pris une claque. Je me suis retrouvée dans une sorte de rituel avec des invocations de Dieu et tout, du Dieu de la guerre notamment. D'accord.
Et je me suis retrouvée dans un combat devant quelqu'un qui, je pense qu'il voulait me tuer. Il savait que j'étais juive, il savait que je suis israélienne et je crois qu'il a voulu me tuer, vraiment. Et j'ai compris que je voulais plus jamais retourner en Allemagne. Et je suis tombée très malade pendant 1 mois. Et j'ai arrêté de bouger. Et j'ai perdu le sens de faire partie de ces rituels, en fait, qui ne sont pas les miens. Et dans laquelle j'étais pas acceptée non plus, on me voulait pas. Non seulement on me voulait pas, mais en plus pourquoi je veux être dans un endroit dans lequel on me veut pas. Et pendant tout ce processus-là aussi, j'ai fait un grand retour vers le judaïsme. Et soudain, j'arrivais plus à parler dans une autre langue que l'hébreu. Et je comprenais pas le sens que pouvait avoir le mouvement de mon corps s'il n'était pas lié à l'étude de la Torah. J'ai accepté d'arrêter, de pas savoir ce qui allait se passer, de vraiment devenir complètement immobile. Je pense que, sincèrement, j'ai arrêté ma pratique jusqu'à presque aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait on va dire du 7 octobre jusqu'à 3 semaines avant, et j'ai fait que étudier la Torah. Et c'est seulement maintenant que je commence à bouger à partir de l'étude de la Torah. Je me suis dit, en préparant, en lisant ce que tu faisais, en regardant tout ça, et en sachant aussi que tu avais eu ce moment où effectivement de plus pouvoir bouger et de revenir, de revenir à une étude à corps perdu, Et je me suis dit, est-ce qu'en fait, étudier la Torah, c'est pas comme danser mais pour l'esprit ? On bouge ses neurones, son esprit, et c'est essentiel pour se découvrir, pour vivre, pour progresser. Et puis je suis allée rechercher sur le traité des pères. Il y a un passage qui dit donc quiconque n'ajoute pas à ses connaissances les diminue, qui ne cherche pas à s'instruire est coupable. Puis un peu plus loin, si je ne suis pour moi, qui le sera, mais quand je suis pour moi, qui suis-je ? Et si ce n'est maintenant, quand ? Et en fait, il y a toute cette idée de il faut, pour pouvoir rester vivant et progresser, il faut étudier. Et en fait, je le lie à la danse, parce que la danse, en fait, tout ton corps va bouger, et en fait, c'est important de bouger, et en fait, c'est ça aussi qui te maintient en vie. Ce lien m'est venu, et je me suis dit que j'allais te le soumettre. Et donc, je parle pas de danser avec la Torah, qui est encore autre chose. Enfin, je parle de... est-ce que, étudier la Torah, c'est pas comme une danse pour ton esprit, en fait, et de revenir ensuite au corps. Qu'étudier la Torah, ce serait comme une danse pour mon esprit. Voilà, et qu'en fait, quand ton corps ne répondait plus parce qu'il y a eu une sorte de traumatisme, ou je sais pas quel mot tu mets dessus, mais qu'en fait, c'était une manière de revenir à ton corps, mais en faisant bouger quelque chose, en faisant se lier quelque chose, et puis maintenant tu peux revenir à ton corps, mais parce que t'as eu tout ce cheminement-là. Ah, c'est joli ce que tu dis. C'est ce que j'ai ressenti la première fois, c'est-à-dire je me souviens quand je suis un peu sortie de mon lit de mort, on va dire, tu vois, pour aller à un cours pour la première fois de Torah. J'ai senti soudain que mes membres se liaient les uns les autres. Tu vois, comme si mes membres étaient séparés et que soudain j'avais quelque chose qui les ralliait ensemble dans un souffle de vie. Donc c'est similaire à ce que tu dis dans le sens où dans la danse il y a une sorte de souffle de mouvement comme ça entre les membres. Mais dans l'étude de la Torah, on va dire, c'est pas juste bouger mes neurones pour faire bouger mes neurones. C'est pas je vais bouger mon épaule par-ci par-là pour muscler mon esprit. Enfin, toute l'étude, elle est dans un but qui est au-delà de moi, qui est un vrai travail, comme on dit, travailler Dieu, quoi. Dans ce sens-là, c'est peut-être un petit peu différent de juste danser. Ou c'est la question, qu'est-ce que c'est que danser ? Qu'est-ce que c'est que danser exactement ?
parlé de justement définir la danse et que pour l'instant tu étais plutôt sur le mouvement, mais qu'ensuite tu aimerais bien retourner à un peu cette théorique de qu'est-ce qu'est la danse. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Alors en fait, dans le cadre d'un Beit Midrash, c'est-à-dire d'une maison d'études virtuelle de laquelle je fais partie, qui s'appelle Kol El, j'ai choisi un sujet d'étude. Au début, je voulais m'attaquer à l'épée dans la Torah, et puis j'ai un peu laissé tomber l'épée. Peut-être que ça en dit long sur ma façon d'aborder le combat aujourd'hui. Et j'ai été très émue par une prophétie, celle de Ézéchiel, qui s'appelle, en français ça sonne très bizarre, la prophétie des os secs. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça, c'est quoi? Et il n'y a rien de mieux pour intéresser une danseuse peut-être que tes os secs. Je suis tombée comme ça sur cette prophétie que j'avais lue déjà il y a 1 an pendant la fête de Pessah. J'ai été émue vraiment aux larmes en lisant cette prophétie qui parle d'eau, qui sont dans une vallée, qui sont tellement secs. C'est comme ça qu'il est écrit. Ils sont tellement secs et tellement nombreux. Et je m'imagine comme ça cette vallée comme un creux en fait dans le sol, une forme très féminine qui porte en elle ces eaux. Et on dit que ces eaux-là, ces eaux secs, c'est des gens assassinés. Et après on dit un peu plus loin que ces eaux secs, c'est toute la maison d'Israël. Et ces eaux secs, ils se mettent à parler. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent on est sec. Ils disent on est sec et on sait presque comment dire en français, c'est comme si on avait créé sur nous un châtiment en fait, sur nous-mêmes. Nous-mêmes on a créé un châtiment sur nous-mêmes et on a perdu l'espoir. Ils parlent ces eaux. Bon, plus loin dans la prophétie, ils vont être ramenés quand ils vont un peu se réveiller et tout, ils vont être ramenés sur la terre d'Israël. Je me suis penchée en fait sur ces mots et j'ai commencé à observer que ces eaux se mettaient à bouger, on en a parlé tout à l'heure, à partir du moment où ils entendent une voix. Dieu il dit à Ézéchiel, professe sur ces eaux. On entend une voix et voici qu'il y a, la traduction courante elle va dire un bruit, mais en vrai quand on lit l'araméen on comprend que c'est un mouvement. Zia, ça fait penser à l'hébreu moderne, les zazéa, c'est presque choquer en fait. Tu vois, c'est presque prendre le corps de quelqu'un et le remuer quoi. C'est vrai, voilà, remuer. Donc il y a une voix et il y a une sorte de remue-ménage comme ça. Il y a une forme de mouvement en fait qui se crée. Vayekol, Vaynerash. Et les os se mettent à se rencontrer les uns les autres. Quand je suis allée regarder Rashi, un commentateur de la Torah, il explique que en fait les os étaient dispersés et qu'ils se sont mis comme à sauter les uns vers les autres pour aller créer une articulation. Mais l'articulation là-bas on peut la lire aussi comme ami. Comme si chaque os allait vers son ami ou vers son articulation pour créer en fait, je dirais un premier mouvement. Parce que 2 os qui se rencontrent qui forment une articulation, c'est déjà un premier mouvement qui est possible. Mais le mouvement de l'os tout seul existait déjà. Avant même qu'il y ait un souffle, avant même qu'il y ait l'âme. Et en tant que danseuse, j'ai été passionnée par ce premier mouvement que j'avais l'impression déjà de tenter de faire un peu toute ma vie. En tant que fille de survivant. Je me suis dit, ok, on arrête tout. Je m'en fous même de comprendre pour l'instant qu'est-ce que c'est que la danse. Je veux juste me concentrer sur ce commentaire de Rashi. Et j'ai commencé à observer aussi que là-bas, l'os de mes os, ça veut dire aussi la femme pour l'homme. Que être un corps, c'est aussi ce corps-là qui était l'homme et la femme ensemble. Et puis je me suis penchée sur la question du corps collectif aussi. De ces os qui sont ensemble dans la même vallée, qui se retrouvent les uns les autres pour former un corps qui serait aussi le corps de tout Israël. Et j'ai compris que c'est la voix là-bas qui fait naître le mouvement. Donc si tu veux, ça m'a reliée aux exercices que je donnais au sein de la méthode Esther. Le fait de vouloir faire venir une voix quoi, chez mes élèves. Tu leur racontes tout ça ou là t'es en train de travailler là-dessus, donc c'est... je leur raconte, ouais. C'est-à-dire parfois j'apporte, comme pendant un cours de Torah, comme par exemple quelqu'un qui souhaiterait faire ce qu'on appelle une chevruta en hébreu, c'est-à-dire une sorte de duo de travail, comme ça on étudie la Torah en général pas seul mais à 2. Moi souvent je vais voir mes élèves avec l'étude de la Torah que j'ai faite et j'apporte une question, qui est une question de Torah mais qui est une question de mouvement. Je me pose des questions de Torah en fait par le biais du mouvement. C'est peut-être
ça la nouveauté que je souhaiterais, aussi humble que je souhaiterais apporter. Cette possibilité d'étudier par le corps. On a parlé un peu de la performance, j'y reviens parce qu'il y avait peut-être un sujet que j'aurais aimé aborder en plus là-dessus. C'était de demander si la performance artistique, ça n'était pas quelque chose de trop éprouvant. Parce que tu transmets en fait par le corps une réflexion. On a parlé d'une des performances avec le kung-fu et en fait tu incarnes un message. Donc en fait c'est pas seulement ton mouvement, c'est aussi ce message. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, de ce qu'on appelle la performance artistique C'est vrai que c'est très très éprouvant. Les premières performances que j'ai faites, je crois que la première performance que j'ai faite quand j'avais 20 ans et quelques, je pouvais plus bouger après, ou avant déjà, je pouvais plus bouger avant et après. Peut-être pendant 3 semaines, je pouvais même pas bouger mon cou. Je sais là, par exemple, je suis à 1 mois d'une première. Et c'est possible que ce soit la dernière personne vraiment que je vois, parce qu'après, je pourrais plus interagir avec des gens. C'est-à-dire, je suis capable de donner naissance en général, si je regarde ma courbe, à une performance, une naissance comme ça par an, à peu près au même moment à chaque fois. En général, elles naissent comme ça fin juin, début juillet. Et après, je repars en fait pour un tour. Et j'en fais comme ça une par an, mais c'est très possible que je fasse une performance par an même. Okay. C'est très semblable pour moi à une naissance, même si j'ai jamais eu d'enfant. Mais je vais te poser la question parce qu'effectivement, et je pensais pas que c'était autant. Enfin, je pensais pas que c'était vraiment ensuite ce temps avant et après de si dur en fait. Mais effectivement, oui, là je comprends que c'est. Enfin, à quel point c'est éprouvant en fait. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je peux arrêter de faire. C'est-à-dire. Ouais. C'est comme une femme qui pourrait pas s'arrêter d'avoir des enfants. J'ai pas de contraceptif de l'art, tu vois. C'est une super formule. Ouais. Bah, il y a un truc de l'instinct. Ouais, c'est très féminin, je pense. Enfin, la façon dont je vis mes processus artistiques, ou la façon dont j'aborde tout, c'est beaucoup par l'intelligence de la féminité, je pense. C'est-à-dire que ma féminité, elle guide mes processus, elle guide mon mouvement, elle me dit quand est-ce que je dois me reposer, quand est-ce que je dois arrêter de faire. Par exemple, le fait de ne pas faire fait entièrement partie de mon processus artistique. Mais c'est vrai que je sais pas si je peux arrêter d'être performeuse. Je pense que je suis une artiste qui passe par énormément de médiums différents, mais en tout cas la création de ces performances-là, c'est quelque chose qui n'a jamais changé dans ma vie. Tu vois, je suis passée par beaucoup d'endroits différents, que ce soit la capoeira, la danse, le théâtre, la photographie. Mais ces performances-là, qui sont nées comme ça chaque année, c'est quelque chose qui n'a pas cessé. Je sais pas s'il y a une ménopause d'artiste ou... J'espère pas. Ouais. Écoute, à moins qu'il y ait quelque chose où tu veuilles apporter une autre précision, j'avais ma dernière question, qui est le titre du podcast, donc qui fait la culture ? Et donc j'ai eu une variété de réponses, voilà. Donc je te pose la question, qui fait la culture selon toi ? En fait, je suis tellement déconnectée de la France pour... Mais non, mais c'est intéressant que tu l'abordes comme ça, parce que tu penses à la politique, tu penses à la politique culturelle ? Non, en fait, quand tu me dis qui fait la culture, en fait, moi, je me vis tellement... comment dire, de façon... Comme si je vivais dans une existence un peu parallèle au pays politique et culturel, en fait, qu'est la France, ouais. Même si j'y suis née, et que je parle français et tout, enfin... Mais c'est comme si je me considère même pas comme française, je me considère même pas comme faisant partie de la culture. Mais je sais que la France aime bien recevoir des gens un peu comme ça. Enfin, c'est vrai que les artistes ont souvent été comme ça, enfin, des immigrés et tout. Je sais même pas si je fais partie vraiment de la culture française dans ce que je fais, parce que je me vis comme en exil. C'est-à-dire, pour moi, je crée vers Israël, et à partir d'Israël, je peux ouvrir
vers des gens qui sont juifs, vers des gens qui sont pas juifs. Mais j'ai même pas la volonté de faire partir de la culture française. Ok. Mais tu l'as rattaché à nécessairement la France. Mais ça, quand tu dis la culture, en vrai, ça pourrait être la culture mondiale. Ça pourrait être, enfin, je sais pas pourquoi j'imagine. C'est parce que la formule la culture, ouais. Je l'ai tellement entendue dans des contextes de ministère de la culture. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Que c'est comme ça que je l'entends, en fait. J'entends même pas la culture en dehors des frontières des ministères, en fait. Non, mais c'est une réponse. C'est tout à fait une réponse. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Hallelujah.